Alors moi, je conseille toujours c'est un peu bateau ce que je vais dire, hein, mais de faire les choses avec l'élan du cœur, dans le sens où quand on a envie d'aller dans un domaine ou de créer quelque chose, on aura beaucoup plus de facilité pour le faire si ça vient vraiment titiller quelque chose à l'intérieur de nous, si on sent que on a profondément envie de partager ça. Si on le fait avec cet élan-là, c'est toujours beaucoup plus facile. Et je pense que c'est très important, surtout dans nos domaines, hein, dans nos milieux où on a cette part de sensibilité et de créativité qui est très importante. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Illustration de podcast. Moi, c'est Elodie et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode dans lequel j'accueille Célia, une artiste multitalent qui, comme vous allez le voir, a plusieurs casquettes. Mais ça n'empêche pas d'être humble, malgré le fait que ça soit une précurseuse dans plein de domaines. On va voir ça ensemble. Donc dans cet épisode, avec Célia, on a parlé de boutique en ligne, de newsletter, de réseaux sociaux. On a parlé aussi de formation, puisqu'elle est aussi formatrice. Vous allez voir, elle a vraiment beaucoup de casquettes. On parle aussi de bien-être, de développement personnel et plein d'autres choses. Donc j'espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, moi j'ai appris plein de choses aux côtés de Célia. Vraiment, c'est chouette encore une fois de voir une artiste qui a un parcours et un profil complètement atypique, j'ai envie de dire, et ça prouve encore la richesse que peuvent avoir les artistes, et ça prouve aussi que tous les profils et tous les parcours sont différents et qu'encore une fois, il y a de la place pour tout le monde dans le milieu de l'illustration et de l'art en général. Donc j'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une bonne écoute. Coucou Célia, comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Bonjour à toi. Je suis super contente de t'accueillir dans le podcast. J'ai plein de questions à te poser parce que tu as un parcours un peu atypique et du coup c'est intéressant, je pense, pour les auditeurs. T'as un parcours vraiment riche, on va en parler. Pour commencer, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, te présenter ton travail de la manière dont tu le souhaites? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Célia, je suis principalement illustratrice et autrice. Pour parler de mon parcours, j'ai fait la fac d'art plastique, donc j'ai une licence d'art plastique. Et puis, j'étais vraiment passionnée par tout ce qui était art-thérapie aussi. Donc, le travail de l'art à travers la thérapie, le développement personnel. Donc, j'ai ensuite étudié une année je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est la fac à Paris, Paris 8, mais je l'ai fait de psycho, pardon. À la fac de psycho de Paris 8, et je me suis orientée après vers une formation plus vraiment axée sur l'art-thérapie pour ouvrir mon cabinet à côté. Et j'ai ouvert mon cabinet un an plus tard d'art-thérapie. En même temps, j'ai fait mon premier jeu parce que je crée des jeux de tarot d'oracle. Et j'ai créé mon tout premier jeu en auto-édition à ce moment-là. Les deux ont bien fonctionné, et le cabinet et mon jeu. Donc du coup, j'ai dû choisir au bout d'un an entre guillemets, ce que je préférais faire, mais c'est plus là où allait vraiment mon cœur. Et comme mon cœur allait plutôt vers la création, de garder toujours ce côté créatif, j'ai développé plus la maison d'édition que l'atelier. Donc j'ai continué un petit peu pendant un an, 2 ans de faire des ateliers en groupe, en visio aussi, mais vraiment plus ça allait, plus la maison d'édition prenait de l'importance. Donc voilà, aujourd'hui je fais vraiment plus que ça, où je travaille vraiment à publier mes propres jeux, à créer des dessins aussi pour publier et créer des outils un peu de développement personnel, de bien-être, des puzzles, des affiches en lien avec le bien-être ou la saison. Voilà, on est dans cette optique un peu magique, cosy. Du coup, tu as un peu répondu à ma seconde question qui était par rapport au fait que tu aies plusieurs activités. Moi, comme tu sais, j'accompagne beaucoup d'artistes qui, en général, ont beaucoup d'idées, envie de faire plein de choses. Du coup, j'allais te demander, c'est quoi un petit peu qui réunit toutes tes activités? D'ailleurs, c'est intéressant que tu dises que tu as commencé les deux en même temps. Je pensais que ça s'était fait progressivement, mais en fait, tu as commencé les deux en même temps. À un moment donné, tu as dû faire un choix Oui, quand même. c'est Euh, ça. mais du coup, est-ce que pour toi, qu'est-ce qui réunit tout ça en fait? En quoi les deux sont liés et fonctionnent ensemble?
Alors, c'est vraiment l'idée d'utiliser l'art comme moyen de développement personnel, de bien-être aussi. Tu vois, c'est quelque chose qu'on retrouve à travers les jeux de tarot, les jeux d'oracle. Ce sont des outils aussi dont moi, je me suis beaucoup servie aussi en consultation parce qu'on peut faire parler les gens aussi sur les images. Donc, c'est super intéressant. Et puis, on a aussi le bien-être à travers le puzzle aussi. Tu vois, quand on se lance dans un puzzle, on a vraiment cette idée de partir un peu dans une méditation. Tu Ouais, vois, c'est on ça, ouais. pense plus à rien, on est focalisé sur son activité. Donc, on retrouve vraiment, si je dois vraiment faire un lien entre les deux, c'est l'art au service du bien-être. Ah, bah c'est C'est ce très qui me joliment parle le résumé. plus. Ouais, ok. Euh, donc ouais, tu fais des oracles, t'es à la fois artiste, auteur, j'ai vu ça parce que t'as fait des livres aussi, Oui, t'es tout à fait. cartomancienne, donc t'as vraiment plein de savoir-faire qui s'entremêlent. Et d'ailleurs, t'as une maison d'édition, d'ailleurs, je savais pas que t'appelais ça comme ça, une maison d'édition, donc t'as développé ta propre maison d'édition. Oui, Super mais oui, intéressant. elle a un parcours un peu atypique puisque justement, moi, au début, je faisais vraiment de l'autopublication. Et puis, c'est quelque chose dans lequel je me suis beaucoup épanouie, j'ai beaucoup aimé ça, mais en même temps, j'avais très envie aussi de travailler avec d'autres artistes parce qu'à chaque fois que je voyais une Hmm. artiste, tu vois, sur Instagram, je me disais, oh, mais son style serait tellement génial en carte. Et il y a eu cette envie à un moment, bah, c'était au moment du Covid, donc 2020, d'ouvrir aussi la maison d'édition à d'autres artistes. Hmm. Donc de publier d'autres jeux, d'autres créateurs. Et on était censé être deux sur le projet. Et puis je me suis retrouvée toute seule. Donc j'ai maintenu ce projet pendant 2 ans, toute seule, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que vraiment c'était pas possible pour moi de faire ça toute seule. Donc j'en suis revenue à plutôt de l'auto-édition. Mais je continue à collaborer avec d'autres artistes aussi. Je continue aussi à vendre sur ma propre. Enfin, moi, j'appelle ça une maison d'édition parce que du coup, on est vraiment dans cette idée-là de droit d'auteur aussi, de publier des jeux, de publier des livres. Donc, on garde cette structure, même si c'est de l'autopublication. J'ai quand même quelques jeux aussi de cette époque-là aussi de travail avec d'autres artistes. Et du coup, ça a commencé quand, ta maison d'édition? 2014, Ah oui, ça fait mon quand même. premier jeu a été fait sous Kickstarter. C'est une plateforme de financement participatif Ah, en bah trop bien. 2014 et il est sorti vraiment concrètement début 2015 du coup. Le temps de le faire éditer, de le faire imprimer. Bah, ça tombe bien parce que justement, j'allais te demander, parce que tu proposes plein de produits, donc des nappes de tarot aussi, j'ai vu, donc des tarots, enfin Oui. plein de choses. Et quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se lance, n'a peut-être pas une grande communauté, n'a peut-être pas une base de clients assez grande et de trésorerie tout simplement pour commencer à créer des produits comme ça? Parce que c'est un Alors peu le bah, rêve de tous les artistes. moi, ça a été ma grosse problématique aussi au début, cette fameuse trésorerie, et c'est pour ça que j'ai lancé pour mon premier jeu sur Kickstarter. C'est une plateforme de financement participatif. Tu as en France, tu as Ulule, qui est peut-être Ouais. plus connu pour les Français. Moi, j'ai pris le parti de publier mes jeux en français et en anglais dès le début. Donc, j'ai choisi Kickstarter, qui est Hmm. une plateforme de financement participatif américaine. Donc, ça me permettait en fait de toucher un plus large public, surtout qu'à l'époque, donc c'était quand même il y a 10 ans, on avait beaucoup moins cette prolifération de jeux d'oracle, de tarot qu'on voit Tout à fait. vraiment beaucoup depuis le confinement. Mais à l'époque, c'était quelque chose de très, comment dire, ça se voyait peu, c'était peu développé, c'était une petite communauté qu'on avait. Moi, j'avais ouvert et j'ai toujours une chaîne YouTube où je parlais justement de ma passion, de l'art-thérapie, du bien-être, des jeux aussi et comment les utiliser. À travers ma chaîne, je faisais des petites vidéos à ce sujet-là. Ça m'a permis aussi, à travers ces vidéos, de toucher un public plus large qui a pu aussi participer à ce financement participatif de mon premier jeu. Mais Donc justement, moi, je trouve que c'est une bonne solution. ouais, mais quand même, il fallait quand même avoir un minimum de communauté. Comment t'as fait pour rassembler cette communauté autour de ton projet Kickstarter à ce moment-là? Sur YouTube, justement. Ok. Ouais, j'ai vraiment lancé le projet en même temps que ma chaîne YouTube.
Ok. Donc ça m'a vraiment permis en fait de montrer même la technique que j'utilisais pour faire ce jeu qui a une technique un petit peu particulière. Et après, alors Instagram n'existait pas à l'époque, C'est ou vrai. en tout cas moi j'y étais Ouais, pas. c'était les tout débuts. Moi, j'y suis arrivée en 2014, justement. Alors ça devait être voilà le tout Ouais, les débuts, début. quoi. Ouais. Moi je suis pas du tout à l'aise à l'écrit, donc à l'époque il y avait beaucoup de blogs aussi, Mm. mais c'était pas mon choix de prédilection puisque voilà, je suis pas très bonne en orthographe, je suis un peu dyslexique, donc j'avais pas envie de me faire taper sur les doigts à ce niveau-là. Donc voilà, le format vidéo, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé et qui a accroché tout de suite en plus. Donc ça m'a permis de faire ça. Et puis à l'époque, c'était sur Facebook. Mm. Et oui. Donc voilà, j'envoyais des petits messages, j'allais dans les communautés, je regardais un petit peu ce qui se faisait autour de moi. Et puis, comme je le disais, il y avait beaucoup moins de projets à l'époque. Donc, j'ai été la première française à faire un projet sur Kickstarter. Ah ouais. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, des projets de tarot et d'oracle en financement participatif. Donc, il y avait déjà en fait une micro-communauté qui existait et qui regardait déjà ce qui se faisait sur cette plateforme-là. Mais ouais, mais c'est vrai que YouTube, bah, ça existe depuis très longtemps. Enfin, moi, Ouais. j'y suis depuis 2021, mais c'est vrai qu'avant, je m'intéressais pas plus que ça. Je tombais sur des vidéos de temps en temps, mais ça m'attirait pas, en fait. Alors que c'est un moyen merveilleux d'attirer une communauté. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi. Du coup, t'as à peu près 27 000, enfin, 0,6 mille abonnés. Ouais, j'étais voir juste avant. Donc, c'est quand même une grosse communauté. Euh, et donc, est-ce que tu trouves que l'ambiance y est bienveillante? Est-ce que tu trouves toi aussi que c'est une bonne façon de justement générer une communauté et éventuellement une base de clients, puisque c'est aussi de ça qu'on Oui. parle? Mais moi, j'ai une communauté qui est vraiment très, très bienveillante. Ça a toujours été super, même je fais des lives de temps en temps, je vois les personnes qui reviennent, on discute un peu ensemble. Donc il y a vraiment un échange qui se fait sur YouTube qui est, je trouve que l'engagement est plus fort que sur Instagram, par exemple. Alors peut-être parce que j'ai ma communauté depuis plus longtemps aussi sur YouTube, mais sur Instagram, on a tendance à scroller assez facilement, alors que sur YouTube, les gens ils viennent et puis se posent vraiment pour passer du temps, pour regarder une vidéo. Donc l'engagement est différent. Et d'ailleurs, j'ai fait un choix différent entre YouTube et Instagram, où sur Instagram, je vais plus poster des images de mes créations, tout ce qui va être vraiment visuel, donc de l'illustration, alors que sur YouTube, j'ai beaucoup plus fait de tutos. J'ai beaucoup plus parlé en profondeur de la façon d'utiliser les cartes, de pouvoir faire du développement personnel avec, des tirages psychologiques, toute la communauté aussi autour de la cartomancie. Donc on touche vraiment un domaine qu'on peut aller creuser plus sur YouTube que sur Instagram. Ouais, Instagram, c'est un petit peu la porte d'entrée. Et après, pour aller plus en profondeur, on peut aller sur ta chaîne YouTube. Mais c'est un truc qui ressort pas mal en ce moment, que dire que bah, YouTube, permet justement, comme c'est des formats longs, de créer plus d'engagement et de créer plus de liens parce que les gens vont passer plus de temps, c'est ce que tu viens de dire. Et c'est vrai que Ouais. c'est ce que je lis aussi beaucoup et ce que je constate aussi. Donc, bah, c'est vrai que Instagram, il y a tellement de choses que, et puis les formations courtes, donc c'est pas du tout le même rapport qu'on peut avoir avec un créateur, quoi. Oui, Donc, mais après, je trouve ça intéressant pour, en tant qu'illustratrice, tu vois, de pouvoir poster une image et puis de donner tout de suite accès à l'image. De pas être obligé de faire un vlog autour de l'image, de faire un time-lapse, un truc comme ça, tu vois, de se dire aujourd'hui j'ai envie de partager cette image, ben, je la prends en photo et je la partage sur Instagram. Il y a quelque chose aussi de plus spontané, des ouais, fois. ouais, Donc c'est les sûr. deux ont leur avantage, hein, vraiment. Moi, je trouve que l'un nourrit l'autre, il y a une belle complémentarité entre les deux. Ouais, c'est vrai. Bah, de toute façon, c'est l'intérêt de poster des choses différentes sur les différents réseaux. Enfin, dans la Ouais. mesure du possible, on peut faire de la réutilisation aussi, mais c'est vrai que c'est intéressant d'utiliser les réseaux de façon complémentaire, comme tu viens de le dire.
Justement, comme on parle de YouTube, moi je suis pas depuis longtemps, donc je suis pas une experte et je serais intéressée d'avoir tes conseils par rapport par exemple, au rythme que tu pourrais recommander en termes de publication sur YouTube. Est-ce que tu sais quel rythme fonctionne le mieux ou est le plus approprié pour garder un lien sans que ça nous prenne trop de temps, parce que quand même ça prend du temps la vidéo, quoi. C'est chronophage. Alors, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Euh, et puis les algorithmes changent beaucoup. Là, je l'ai vu vraiment en 10 ans, il y a énormément de changements qui s'est fait. Je suis pas sûre d'être vraiment une experte dans ce domaine-là, finalement, parce que j'ai l'impression de sans arrêt chercher la bonne façon de faire. Alors, je pense déjà que la bonne façon de faire, c'est la façon qui nous convient, qui nous épuise pas, parce qu'on peut très vite aussi tomber dans dans de l'épuisement à vouloir faire des vidéos sans arrêt. Moi, le moment où ma communauté a le plus grandi, c'était un moment où je faisais des tirages et où je postais presque ça quotidiennement, Ah ouais. tu vois. Mais c'était pas viable dans le temps. Au bout d'un Mm. moment, ça devient trop compliqué, c'est trop chronophage aussi. On en oublie de faire aussi notre métier à côté. Oui. Donc parce qu'on n'est pas influenceur non plus. Donc c'est important de trouver le bon rythme. Aujourd'hui, moi, je publie à peu près une vidéo par semaine si j'ai le temps. C'est Je bien, me déjà. prends moins la tête qu'avant. Voilà, mais j'essaie encore de trouver mon rythme. Et là, c'est vrai que dernièrement, mes vidéos sont plus les mêmes. Tu vois, j'ai plus envie de partager de la vie de tous les jours, des petites réflexions un petit peu qu'on peut avoir au quotidien. Parce que je suis plus dans cette ambiance aussi de chercher le bien-être dans le quotidien, tu vois, vraiment dans ce qui nous entoure. Et moins, j'ai l'impression d'avoir fait le tour aussi un petit peu de mon sujet autour de la cartomancie, des tarots, des oracles. Donc, de plus partager autour de l'illustration. Ok. Donc, est-ce que ce virage va prendre ou pas, tu vois? On pourra se refaire une petite interview comme ça dans quelques années pour se dire alors, est-ce que ça a marché? Mais du coup, tu considères que tu as amorcé ce virage quand à peu près? Je l'ai amorcé en 2021. Voilà. Après, moi, ça a été une période un peu compliquée parce que je suis tombée malade, enfin une assez grosse maladie, qui du coup, j'ai dû vraiment me poser la question de où sont mes forces, dans quoi je les investis et où est-ce que j'évite de trop m'épuiser. Donc ça m'a permis aussi, tu vois, de me recentrer sur ce dont moi j'avais besoin et la façon dont je partageais. Comment est-ce que je pouvais partager au mieux en fonction de mes besoins et de mon énergie. Ouais. Bah oui, on peut pas être partout C'est ça. à un moment donné. Euh, bah, c'était un petit peu ce dont je voulais te parler aussi, et je voulais aussi avoir ton retour par rapport à ça. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui est intéressé par faire plein de choses en même temps? Est-ce que tu lui conseillerais comme toi, c'est-à-dire d'essayer les deux en même temps ou les trois en même temps et après de faire un tri, ou si c'était à refaire, je sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? C'est un peu difficile. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'idées en même temps. J'ai envie de faire plein de choses. C'est très difficile de se cadrer. Mais alors la première chose que je fais quand j'ai plein d'idées, c'est de prendre le temps. De prendre le temps parce que ça permet de voir finalement les idées qui restent et puis celles qui étaient un petit peu là, ouais, j'ai envie de faire ça. Et puis tu te C'est rends vrai. compte que 15 jours plus tard, finalement, l'envie est passée aussi. Mm. Donc ça permet de se recentrer sur vraiment son envie profonde, de voir un petit peu ce sujet. Non, quand même, ça fait un mois qui me trotte dans la tête, je sens qu'il y a quelque chose à faire, j'ai plein d'idées, plein d'envies. Après, je pense qu'il faut aussi le voir dans la matière, c'est-à-dire se dire, OK, ce projet dans ma tête, il est beau, il est brillant, on a envie de le réaliser, mais concrètement, si je devais vraiment le faire, là, maintenant, le faire naître, ça va me demander peut-être du temps pour aller chercher mes investisseurs. Combien de temps réellement? Est-ce que c'est si facile que ça de trouver peut-être la matière, tu vois, si jamais tu veux faire un objet, de se dire, aujourd'hui j'ai envie de faire des nappes de tirage, par exemple, tu vois, mais concrètement, il faut aller chercher les fournisseurs, il faut avoir le temps de faire la conception. Une fois qu'on les reçoit, il faut avoir le stockage.
Il faut prévoir l'envoi également. Est-ce que ça se goupille bien avec mes autres produits? J'ai eu le cas, par exemple, d'un marque-page que j'avais fait trop grand et là, je me suis dit, mais quelle galère pour le rentrer dans une boîte parce que toutes mes boîtes étaient calibrées pour mes jeux et J'ai un ça peu rentrait pas dedans. J'ai eu le même problème avec, j'ai fait une bougie à Noël et en fait, toutes mes boîtes, elles étaient pas assez hautes. Donc, du coup, ça dépassait un peu. C'était une grosse galère. Et puis surtout, fallait le caler alors que le reste, c'était pas. Ouais, Voilà. c'est le genre de petit détail. Ouais, C'est le genre de petits détails qu'à force, il faut vraiment prendre anticiper, en quoi. compte Ouais, parce que ça te rajoute du temps, ça te rajoute de l'énergie, ça te rajoute des recherches à faire en plus. Donc, il faut penser le produit, c'est bien, mais dans la réalisation et dans la pratique après, est-ce que c'est toujours aussi bien? Et surtout, est-ce que j'ai l'énergie pour m'occuper de tous ces petits détails-là? ouais, c'est clair. Mais ça, je pense que quand on démarre, c'est vrai qu'une boutique en ligne, on se rend pas compte de tout ça. Enfin, je pense que c'est des trucs qu'on trouve, enfin, des problèmes qu'on rencontre au fur et à mesure. Mais comme tu en as parlé justement des fournisseurs, est-ce que tu peux nous donner quelques tips, alors sans nous donner tes fournisseurs, mais pour trouver des fournisseurs justement quand on a une idée de nouveaux produits, parce que tout ce qui est affiche, carte, ça va, les imprimeurs, ça va, mais une fois qu'on veut faire vraiment des produits concrets, comment, enfin, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour trouver justement ces fameux fournisseurs? Alors oui, tout ce qui est papeterie, moi je le fais en local à Toulouse. Donc j'ai mon imprimeur qui est juste à côté, ça c'est super. Par contre, tout ce qui va être jeu, tout ce qui va être nappe de tirage, tu vois, les pochons, Des ça a puzzles été très aussi? compliqué. Hmm. Ça a été très compliqué à trouver. Alors, comme je te le disais, j'habite à Toulouse, donc c'est une grande ville, il y a beaucoup d'éditeurs et du coup beaucoup d'imprimeurs aussi. Donc, ce que j'ai fait, moi, il y a 10 ans, c'est que j'ai pris un jeu avec moi qui était un exemple et je suis allée faire le tour des imprimeurs en leur disant, ben voilà ce que je veux, telle Hmm. quantité, est-ce que c'est possible ou pas? Et je me suis vite confrontée à, ben, en France, on fait pas des boîtiers rigides. En France, on fait pas de dorure. Donc, Hmm. avec un produit qui était finalement plus que moi j'avais imaginé et aussi des fournisseurs qui me répondaient carrément pas. Donc ça, c'était, j'envoie des devis, j'ai pas de réponse, j'attends, je relance, j'ai toujours pas de réponse. Ça a été assez compliqué. Finalement, moi, j'ai fait le choix de faire éditer mes jeux pour toute la partie vraiment jeux en Chine. Donc là, j'ai trouvé assez facilement des fournisseurs sur Internet. Il suffit de rechercher, ça va assez vite. Par contre, il faut faire des essais. Il faut faire des essais, c'est important parce que du coup, on se retrouve vite avec soit des jeux qui sont mal imprimés ou mal calibrés. Il y a aussi tout un tas de spécificités qu'on ne connaît pas quand on Hmm. débute. Quel est le grammage du papier? Quelle est la finition? Donc c'est intéressant aussi, pourquoi pas, d'acheter un jeu à côté et puis de se dire c'est un peu ce que je veux et d'envoyer ce jeu à l'imprimeur ou d'envoyer au moins des cartes pour pouvoir vraiment calibrer son produit en fonction de ce qu'on veut. Parce que voilà, il y a plein de petites choses à savoir qu'on ne sait pas forcément, quel type de boîte, comment ça s'appelle. Et sinon, étant donné que je parle pas du tout anglais, j'utilise Google Trad et ça fonctionne très très bien. Et Non, ce qui mais est oui, appréciable et oui, ce qui est c'est tout bête. appréciable avec les fournisseurs étrangers, c'est qu'on a une réponse qui est complètement différente de celle en France. C'est-à-dire qu'on envoie un message et généralement le lendemain ou le surlendemain, on a une réponse. Donc Ah, ça permet d'aller très vite et ça, c'est vraiment super. trop bien. Ouais, parce en France, ils ont tendance à À pas procrastiner. répondre. Ah ouais, Moi, carrément. j'ai envoyé, je me C'est souviens, fou. après avoir fait le tour des éditeurs en France, des imprimeurs, pardon, en France, donc j'avais vu un petit peu avec eux. Je me suis dit, bah, je vais tabler d'autres imprimeurs, peut-être qui sont un peu plus gros, qui ont un peu plus de poids. Et j'ai envoyé une dizaine de demandes et je n'ai eu que 3 réponses. Donc j'ai relancé pour ces 3 réponses, je n'ai eu Bizarre. qu'une seule réponse derrière. D'accord. C'est très bizarre. Parce que pourtant, c'est pas une question de budget, c'est pas une question, enfin, donc, je sais pas. Peut-être la quantité était, je sais pas, ne les intéressait pas ou... Bah, je partais quand même sur une quantité de 1000 exemplaires, Ah, ce quand qui est même. une quantité quand même Bah oui.
Honorable. bien, Oui, oui, honorable. carrément. Pour de l'auto-édition, ouais, c'est quand même. Après, c'est un peu la quantité requise pour. Tu te rends compte quand tu parles avec les imprimeurs qu'ils ont certaines machines qu'ils ne mettent en marche qu'à partir de 1000 exemplaires. Mhm. En dessous, ils vont imprimer avec d'autres machines. Donc, ils ont tendance à vouloir vendre un minimum de 1000 exemplaires pour justement avoir un meilleur coût de revient aussi. Ça, c'est pour tout ce qui est jeu, quand tu dis Ouais, 1000 exemplaires. mais même Ouais, de façon générale. De façon ouais, générale, pour les puzzles, tu te rends compte que la quantité un peu minimale va être 1000. Alors moi, je fais pas ouais. 1000 puzzles, hein, par contre, j'en fais bien moins que ça. Mais voilà, si tu te rends compte que c'est un peu la quantité qui va être Ouais, la la plus norme, quoi. rentable, on va dire. Ouais, ok. La quantité de départ. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est compliqué quand on démarre on a envie de créer des produits comme ça, mais c'est très compliqué, quoi. Il faut Ouais. avoir derrière la clientèle, etc. Donc c'est un peu frustrant, je pense, au début. Euh, Alors, quand tu es en auto-édition, tu te prends peut-être enfin moi c'est ce que j'étais au début, en micro-entreprise, tu te prends un petit peu moins la tête parce que tu n'as pas la gestion du stock. Donc tu vois, moi j'étais partie sur OK, j'en fais 1000, je prenais un gros risque à l'époque parce que j'avais pas du tout, je partais de zéro au niveau de ma communauté, mais je me suis dit bon bah j'en fais 1000 et je les vendrai peut-être sur 10, 15 ans, peut-être, tu vois, c'était pas grave à l'époque. Mais c'est vrai que quand on a une entreprise qui est une SARL, URL, ce genre d'entreprise-là où on prend en compte la gestion du stock, là, il faut bien réfléchir à son stock, par contre. hmm. Et c'est le cas d'ailleurs, t'as quoi comme statut aujourd'hui? Oui, c'est ce que j'ai changé de la micro-entreprise. Mais quand j'ai voulu développer la maison d'édition et l'ouvrir à d'autres illustrateurs, d'autres auteurs, de toute façon, j'étais obligée de changer de statut. Ouais. Et voilà. Mais le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un, c'est de rester en micro-entreprise le plus longtemps possible. Ouais, parce qu'en fait, il y a beaucoup de charges, faut le savoir. C'est ça. Moi, je suis en EURL aussi. C'est ce que Ouais. toi aussi? Ouais. Ouais, ben moi aussi, j'ai pris ce statut parce que je voulais éventuellement bosser avec d'autres personnes et du coup, c'est ce qu'on m'avait conseillé. C'est vrai qu'il y a énormément de charges. La première année, faut être prêt, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Mais bon. Après, ça permet de faire des choses qu'on peut pas faire autrement. Donc, il faut bien Oui. réfléchir, mais voilà, si ça, il y a des choses qui rentrent pas dans votre statut, vous allez être obligé, mais il faut prendre la décision de façon éclairée, j'ai envie de dire. Euh, Tout à l'heure, on vous disait que effectivement, toi, ça fait très longtemps que tu es dans le monde un peu de la magie, des oracles, etc. Alors du coup, est-ce que tu es un peu moins dans ce monde-là aujourd'hui? Parce que tu disais que tu faisais un petit virage, mais est-ce que ça fait toujours partie quand même des choses qui te Ça fait parlent? toujours partie, mais c'est quelque chose que j'ai toujours. Alors après, moi, j'ai une affinité pour tout ce qui va être mythologie, ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça m'a automatiquement tourné vers la quête d'une spiritualité qui n'était pas forcément la spiritualité entre guillemets standard, tu vois. Dans ma famille, on a enfin, ils sont très religieux, mais c'est quelque chose qui a forcément joué sur ma quête de spiritualité personnelle, mais j'arrivais pas du tout à accrocher en fait à leurs croyances à eux. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée aussi à chercher ma propre croyance et puis à ce qui me parlait et ce qui était beaucoup plus de l'ordre de la spiritualité en lien avec vraiment le développement personnel, le bien-être, le contact à la nature aussi. J'adore me balader, j'adore vraiment être en lien avec la nature et sentir un petit peu vivre au rythme des saisons, tu vois. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et finalement, avec le temps, ça s'est transformé en chercher ce bien-être et cette spiritualité dans toutes les petites choses du quotidien. Tu Ouais, c'est vois. un peu dérivé, mais ouais. Ouais, ça a dérivé parce que plus de ce besoin de non seulement se connecter à tout ce qui m'entoure, tu vois, mais dans les petites choses de la vie. Carrément. Mais du coup, j'allais te demander comment tu expliques ce bond, cette tendance qui a explosé comme ça par rapport à tout ce qui est oracle, tarot, parce que tout ce qui est magie, c'est vrai qu'avant on n'en voyait pas, mais maintenant tu vas à la Fnac ou autre, t'en as partout quoi. Tout ce qui est voilà tarot, encore une fois, tout ces. Alors, il faut savoir que tout ce qui est tarot, oracle, c'est pas forcément lié à la magie, ça peut aussi être lié au développement personnel. Et c'est quelque chose qui est
très fort en ce moment. Justement, on Mm. appuie beaucoup sur des jeux qui vont être de l'ordre de la reconnexion. On a la reconnexion à soi, la reconnexion à son environnement. Et je pense que c'est toute cette désorientation qu'on a eue au moment du confinement. Tu vois, tout ce qu'on a vécu qui est complètement incroyable, hein. Quand on y pense, on se dit que Ouais, jamais on aurait pensé vivre quelque chose comme ça c'est dans notre clair. vie. Ça a remis beaucoup de choses, ça a secoué beaucoup de personnes, ça nous a permis de réfléchir aussi sur nous-mêmes, notre travail, nos envies, nos besoins. On a perdu nos repères, donc on est aussi maintenant en quête de nouveaux repères. Et je pense que tout ça a favorisé l'essor des tarots et des oracles, mais dans ce but de reconnexion à soi, tu vois. Pas forcément dans le but magique. Alors oui, on peut utiliser les jeux comme ce qu'on appelle de la mancie, c'est-à-dire de lire l'avenir. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment la tendance, tu vois. J'ai plus l'impression que les gens utilisent cet outil parce que c'est un outil, hein, on en fait un petit peu ce qu'on veut après. On peut le faire vraiment pour lire l'avenir, comme on peut vraiment l'utiliser en développement personnel ou carrément même vraiment en psychologie avec des tirages psychologiques comme support pour aller explorer une partie de soi et la façon dont on vit avec le monde qui nous entoure. Et je pense qu'on est plus dans cette optique-là aujourd'hui. Ouais, parce qu'il faut le dire aussi, tu m'as envoyé il y a quelque temps un jeu. Alors, c'était un jeu de tarot, ça s'appelle comme ça, j'ai pas les bons Un jeu termes. d'oracle. Un Ouais, jeu c'est un d'oracle, bah oracle. voilà, déjà. Tu vois, moi, je suis pas une experte et du coup, je confonds un peu. Et du coup, c'était vachement intéressant parce que, comme tu me l'as expliqué, on pouvait à la fois s'appuyer sur les images qui peuvent nous évoquer des choses ou sur le texte. C'est ça. Et c'est vachement intéressant parce que c'est vrai que en fait, ça nous fait aussi chercher en nous ou trouver en nous des réponses, enfin, ça va résonner en fait par rapport à ce qu'on voit ou ce qu'on lit. Et en fait, souvent, on a la réponse en nous et avoir un support permet de la trouver. Enfin, si C'est je ça. résume bien, c'est un peu ce que j'ai compris. Ouais, 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 tout à fait. Bah, c'est-à-dire que imagine aujourd'hui, tu te sens pas très bien dans ta journée, mais des fois, on sait pas trop pourquoi. On va tirer une carte. Alors là, c'est vraiment un jeu que j'ai fait dans ce but-là. Ce jeu-là, il était vraiment fait pour le travail de psychologie où il y a des scènes de vie qui sont dessus, avec des personnages, des actions, ils sont en train de faire quelque chose. On va donc tirer une carte en se demandant mais pourquoi je me sens pas très bien. Et puis on va se projeter dans l'image. Tu vois, on va se dire bah là, ah ouais, là je me sens comme cette personne qui est en Mm. train de faire ce qu'elle est en train de faire sur l'image. Je comprends maintenant pourquoi je me sens un peu triste ou un petit peu désorientée. Finalement, c'est un petit peu comme tu vas te balader dans un musée, puis tout d'un coup, tu vas tomber sur un tableau et là, il y a une émotion forte qui va venir, tu vas peut-être avoir envie de pleurer, ou il y a quelque chose qui va se passer, ou de Ça la va résonner. beauté, et Mm. ça résonne en toi, et ça résonne avec quelque chose qui est en toi qui était prêt à sortir, tu vois. Mm. Non, mais c'est vachement intéressant parce que du coup, c'est vrai que c'est plus du développement personnel dans ce cas-là. Et en fait, ça peut s'appliquer à tout le monde, quoi. C'est vraiment un support, comme tu le Ah dis. ouais, ouais, tout à fait. Mais C'est moi, hyper je l'utilise intéressant. beaucoup dans mes séances d'art-thérapie, même avec les enfants, parce que justement, on a cette image, ce rapport à l'image qui est hyper intéressante, et l'image te raconte quelque chose. Et puis ensuite, elle vient titiller une émotion en toi. Et là, c'est intéressant de parler dessus. Tu vois, en tant que thérapeute, à côté, on va accompagner. Et qu'est-ce que vous ressentez et comment ça se passe? Et comment vous vous voyez dans cette image? Et si Mm. vous étiez à l'intérieur de l'image, qu'est-ce que vous feriez? Tu vois, on va questionner, on va poser des questions. Et, euh, et on ressort avec, on met le doigt en fait sur ce qui était prêt à sortir et ce qu'on n'osait peut-être pas dire ou ce qu'on n'osait peut-être pas voir vraiment. Ouais, ce qui était Super peut-être un peu intéressant. inconscient et du coup qui se Exactement. révèle à travers les cartes. Mais c'est super intéressant. Tu sais que du coup on a fait, enfin j'ai montré ça à mes copines, on a fait des petites sessions et tout. J'ai même une copine qui en a acheté un. Enfin voilà, bref, t'as lancé un truc quoi. C'est Ah, vrai que mais c'est c'est vachement super intéressant. sympa. De toute façon, c'est toujours intéressant d'apprendre à mieux se connaître de manière générale. Mm. Donc oui, c'est un super outil quoi. Euh, Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais découvert les runes. Je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr, Et ouais, du ouais. coup, je me faisais souvent des tirages de runes. C'est Ouais, mais c'est c'est vachement sympa aussi. un peu le même principe, ouais. Célia, j'avais envie de te parler de
Alors, si je me trompe pas, tu es maman. Oui. Et du coup, j'aurais voulu savoir si tu avais des petits conseils aussi d'organisation, parce que c'est quelque chose enfin, pas qu'on me demande, parce que moi, je n'ai pas d'enfant, mais je sais que dans ma communauté, ça revient beaucoup. Comment s'organiser, comment trouver le temps quand on est maman, de travailler, enfin, voilà, développer son activité, etc. Alors, moi, je dirais que l'école m'a un peu sauvé la vie à ce niveau-là. Quand ma fille est rentrée à l'école, mon rythme a complètement changé. Alors, mon premier jeu, 2014, est né en même temps que ma fille. Donc, Quand même. voilà, j'ai commencé mon activité en même temps que je suis devenue maman. Waouh, Donc, je intense. me suis mis un peu des challenges, histoire de, voilà, histoire de me challenger un petit peu plus. Euh, et c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez... Et je la mettais pas à la crèche, donc je l'avais vraiment avec moi. Ce qui m'empêchait pas vraiment de dessiner parce que souvent je lui sortais, alors elle était un peu plus grande, mais je lui sortais des Crayolas, elle dessinait à côté de moi. On avait vraiment ce petit côté où mère-fille, tu vois, où on dessinait côte à côte. Donc ça, c'était le côté sympa, mais c'est vrai que ça a été assez compliqué quand même à ce moment-là de vraiment développer mon activité. Par contre, à partir du moment où elle est rentrée à l'école, tout de suite, t'as une plage horaire pour travailler qui est complètement différente. Et aujourd'hui, elle a 9 ans. Alors moi, bah, je ne travaille pas le mercredi après-midi pour m'occuper d'elle, ni les week-ends. Mais ça, c'est pas complètement vrai non plus parce que quand on a une entreprise à soi, et que en plus je travaille de chez moi, donc je me rends compte que quand j'ai une heure de libre, bon bah je vais facilement dans mon bureau, ce qui est pas forcément la bonne chose à faire. Mais sinon, j'ai vraiment une organisation aussi où là j'ai repris une organisation vraiment très concrète avec un tableau où le matin je vais faire tout ce qui va être de l'ordre de l'administratif. Et l'après-midi, comme la plage horaire est un petit peu plus grande, je récupère ma fille vers 5h30, j'ai une plage horaire plus grande pour créer. Donc là, ça fait vraiment un an où je me suis dit, c'est non négociable. Tous les après-midi sont faits pour créer, pour passer du temps avec ce qui, moi, me porte vraiment. Et le matin, c'est fait pour tout ce qui va être de l'organisation, gestion, réflexion aussi, réflexion sur les réseaux sociaux, comment je m'organise, etc. Donc toute cette partie-là se fait le matin. Trop bien. Non, mais c'est vachement bien. Du coup, tu arrives à créer tous les après-midi. Ouais, mais là, c'est C'est devenu non génial. négociable. C'est trop bien, mais j'adore. Enfin, c'est génial. Enfin, moi, je sais que c'est le truc le plus dur au bout d'un moment quand on a une activité prend de l'ampleur, c'est de garder ces créneaux de création, quoi. Il faut vraiment les défendre, quoi. Ah, et c'est complètement ça, il faut les défendre. Et tu vois, moi, j'ai vraiment pataugé pendant un an et demi. Justement, après la création de l'ouverture de la maison d'édition à d'autres personnes, où là, c'était devenu beaucoup trop chronophage. J'arrivais plus du tout à trouver du temps pour moi, pour créer. Et c'est aussi pour ça que j'ai dit stop. Je me fais des plannings. J'ai trouvé alors très important aussi, mais moi, je me suis trouvé une super comptable qui m'accompagne vraiment et qui me déstresse aussi sur tout l'administratif. Il y a toujours beaucoup de choses à faire, mais je sais que je peux compter sur elle et que j'ai pas besoin de la relancer, que j'ai pas besoin d'être vraiment à chercher sans arrêt des informations. Elle va me les apporter, tu vois. Donc être bien accompagnée dans l'administratif, c'est hyper important. Ça permet quand même de se dégager une grosse partie. Et c'était devenu, je me suis fait vraiment un contrat avec moi-même en fin d'année dernière où je me suis dit c'est non négociable. Tout ce que tu dois faire qui est en dehors de la création se fait le matin et pas l'après-midi. Parce que c'est trop important et après on passe à côté de tout ce qui nous fait vraiment plaisir dans notre travail. Et on finit par même plus aimer son travail, tu vois, se dire bah maintenant là j'ai pas le temps, il faut que j'appelle un tel, que je gère les dossiers, que je fasse les droits d'auteur, et c'est trop. Et c'est dommage de plus avoir envie de faire son métier parce qu'on n'a plus le temps et parce qu'on est surchargé par tout l'administratif. Ouais, alors qu'à la base, c'est un métier passion, mais
voilà, qui peut se Ouais, laisser grignoter par plein de petites tâches, enfin qui sont pas des petites tâches, qui sont des tâches importantes, mais qui peuvent prendre trop de place, quoi. oui, Donc, mais c'est vrai, en plus, enfin, moi souvent j'ai tendance à repousser la création parce que je sais pas, en fait, je pense qu'inconsciemment, quand on n'a pas, enfin, comment dire, quand on a grandi avec dans un univers où la création n'était pas valorisée, je oui. pense qu'on a tendance à se dire, mais c'est pas si, même si ça fait partie de ton business, je pense qu'inconsciemment, il y a un duel par rapport à ça parce que on a l'impression que c'est pas si important que ça, alors que ça l'est, mais c'est difficile, je pense, pour certaines Oui. personnes. En tout cas, moi, c'est mon problème et je pense que c'est le cas d'autres personnes. Et donc, il faut se battre pour sa créativité. Ouais. Célia, j'avais envie de te parler de ta newsletter, puisque je sais que tu as une newsletter. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu l'as mis en place? Qu'est-ce que tu y partages? Est-ce que tu trouves que c'est un outil efficace aussi pour créer du lien, pour vendre, etc. Alors, j'ai une newsletter que j'utilise pas beaucoup et je sais que c'est pas très bien. Ça, c'est un de mes gros chantiers justement de cette année, de mettre en place une newsletter plus cohérente où j'arrive à plus trouver le temps justement d'envoyer. Ma newsletter, elle me permettait d'envoyer, de faire le lien déjà entre YouTube et Instagram et d'envoyer aussi aux personnes qui avaient commandé dans ma boutique et qui s'étaient inscrites à ma newsletter, de leur rappeler, bah tiens, je suis aussi sur YouTube, je suis aussi sur Instagram, voilà ce que je partage. Ça me permettait aussi d'envoyer des offres quand je fais des offres. Et Et du là, coup, je l'utilise principalement pour ça. tu l'as démarré quand, à peu près, quand tu as ouvert ton... Ça fait très Non. longtemps. Je saurais pas te dire, j'ai Ah toujours oui, eu donc ça plus fait ou moins longtemps, une ouais, c'est ça. newsletter, C'est ça, ok. mais tout est dans le plus ou moins, tu vois. C'est la dernière chose. Je m'occupais beaucoup de YouTube, je m'occupe beaucoup d'Instagram et de YouTube, et je m'occupe très très peu de ma newsletter. Et ça, c'est mon gros point noir, tu vois, auquel il faut que je fasse attention parce que concrètement, comme tu le dis d'ailleurs assez souvent dans tes posts, Instagram peut s'arrêter, YouTube peut s'arrêter, mais les contacts que tu as dans ta newsletter, ils sont toujours là. Et ça permet d'aller toucher directement les personnes qui sont intéressées aussi. Tu vois, c'est un peu cette histoire du tunnel qu'on voit, ce tunnel de vente où on va toucher avec YouTube et Instagram des personnes qui sont curieuses, qui sont plus ou moins intéressées, qui vont venir un petit peu voir ce qui se passe, ouvrir un peu la porte. Par contre, les personnes qu'on a dans notre newsletter, ce sont des personnes qui sont déjà entrées dans notre univers, déjà intéressées, qui ont déjà fait l'effort de s'inscrire. Donc, c'est très intéressant d'avoir une newsletter. Et tu vois, moi, c'est quelque chose que je suis en train de mettre à jour. Mais c'est super. Bah déjà, t'as déjà une newsletter, donc t'as déjà le truc, le plus gros effet. Mais est-ce que t'as déjà constaté que enfin, que c'était un bon outil pour vendre et Oui. euh, et créer du lien aussi, parce que du coup, c'est vrai que, comme tu le dis, il y a la porte d'entrée et après, la newsletter, c'est fait aussi pour créer du lien. Alors moi, je trouve que ça crée moins du lien, du coup, que sur les plateformes comme les plateformes où tu peux directement interagir avec les gens, Ouais, c'est vrai. YouTube, Instagram, Facebook, les réseaux sociaux. Mhm. Mais mon ressenti personnel. Par contre, c'est un bon outil pour vendre parce que ça rappelle aux gens qui sont directement intéressés, ton audience chaude en fait, Ouais. que tu es là, tu proposes ça. Euh, voilà. Ça peut être intéressant si tu as une newsletter un peu en mode blog où tu racontes aussi des choses. Peut-être que, mais moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, d'où mon problème à l'écrit en fait. J'ai toujours un peu peur de faire des fautes et je pense qu'inconsciemment, tu Tu te vois, je me dis, bon, censures. je vais passer par le vlog. Mais tu sais, tu peux utiliser ChatGPT, hein. Moi, des fois, j'ai un doute Ouais. sur une phrase. Je dis, attends, est-ce que c'est français ça? Et du coup, je copie mon texte et je lui dis corrige. Et en fait, il corrige les fautes. Non, mais franchement, enfin, en tout cas, si tu te censures par rapport à ça, c'est vrai que on a des outils maintenant qui sont chouettes pour ça, Oui, quoi. tout à fait, hein. Tout à fait. Mais je pense que ça, c'est plus quelque chose, un frein que je me mets à moi-même. Tu vois, c'est plus psychologique parce qu'on me l'a tout le temps fait remarquer que j'étais mauvaise en orthographe, etc. Donc, c'est un de mes freins personnels où il faut que j'arrive à dépasser le truc.
Je me dis, si c'est pas relu par quelqu'un, possiblement, c'est pas bien. Je comprends. C'est vrai ce que tu dis. Je suis aussi abonnée à certaines newsletters de personnes qui s'en servent comme un petit peu un journal, qui racontent des choses, etc. Donc c'est vrai qu'il y a plein de types de newsletters en fait. Quand on parle de newsletter, Oui, le contenu peut être vraiment très varié. Et je pense que justement tout le monde peut trouver un petit peu sa manière de communiquer. Euh, mais moi, là où je trouve que c'est vachement intéressant de la newsletter aussi par rapport aux réseaux sociaux, on a dit qu'ils ne nous appartenaient pas, mais aussi quand on a quelque chose à vendre à un moment précis, tu sais, en temps et en heure. Parce que quand on poste sur les réseaux, on sait pas quand la personne va tomber sur le post, tu vois. Et puis des fois, oui. soit la personne elle est en ligne à ce moment-là, mais alors que les mails, bah forcément, on va les regarder assez rapidement, quoi, vu que c'est dans notre boîte mail. Et donc, je trouve ça intéressant pour ça, quand on a un truc, un lancement de collection ou quelque chose qui arrive vraiment à un moment précis, quoi. Euh, C'est vrai. Et en même temps, tu vois, pour l'avoir testé, la plupart du temps, j'ai fait tous mes lancements sur YouTube. Il y a même des fois où je le faisais en direct, où je recevais les cartons de mes jeux en direct. Je fais, bon, ben voilà, ça y est, c'est prêt. il est là, il est arrivé et je viens de le mettre dans la boutique. Et on ouvrait le carton ensemble. Et ça a toujours très bien fonctionné aussi comme ça, ce moment de partage et d'échange. C'est un petit côté très convivial aussi de faire ça en direct avec les gens. Après, moi, je communique beaucoup en amont. Là, tu vois, je travaille sur un nouveau jeu, je poste les illustrations sur Instagram. Donc, les gens sont pas surpris quand ça arrive. Et j'ai tendance aussi à faire des précommandes parce que ça me donne à peu près un mois avant que le produit arrive. Et un mois où je vais très régulièrement parler du produit, rappeler qu'il est en précommande. Voilà. Donc, ça me permet en fait de travailler sur toute une durée et pas juste dire aujourd'hui j'ai mis ça en ligne sur ma boutique. Ah bah oui, bah, de toute façon, je pense que c'est la base d'anticiper un petit Ouais. peu, d'en parler plusieurs fois pour que les gens soient au courant, etc. Et du coup, comme tu parles de précommande, est-ce que parce que moi j'en avais fait une précommande là pour un carnet. En fait, je me dis, mince, j'ai peut-être un peu loupé le coche, j'ai rien offert de plus intéressant en précommandant. Est-ce que tu conseilles d'offrir, je sais pas, un petit truc en plus pour les gens qui précommandent ou pas forcément? Alors j'ai déjà fait les deux. J'ai déjà offert un petit plus en précommande. Alors là c'est peut-être personnel, mais ça me faisait mal au cœur pour les personnes qui commandaient après. Donc là, on a le côté émotionnel et personnel qui prend le relais. Et je me suis dit, bah mince, les personnes qui commandent après, elles n'auront pas ce petit bonus et tout ça. Hmm. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de personnes aussi de ma communauté qui pouvaient peut-être pas au moment des précommandes et qui pouvaient après. Et ça me faisait un petit peu mal au cœur, tu vois. Donc en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que quand les gens me commandent un jeu sur ma boutique, il vient toujours accompagné d'un marque-page et d'un petit pochon, enfin d'un pochon avec un logo un peu sympa dessus. Euh, et ça, c'est quelque chose que du coup, je fais à chaque achat de jeu. Oh, c'est Donc, chouette. je le fais plus pour les précommandes. Après, il peut y avoir des précommandes où tu signes tes jeux, par exemple. Ce genre de choses. Ça se fait aussi beaucoup. Mais j'aime moins, en fait. Ouais, Mais c'est personnel. t'es un peu C'est mal à une l'aise, bonne idée. ouais. Je pense que c'est une bonne idée. C'est une stratégie commerciale. Mais après, c'est moi pour ma communauté, comme en plus j'ai une communauté, voilà, ça fait 10 ans, il y a des personnes, je les reconnais quand elles me commandent, je reconnais leur nom et tout. Et j'ai vraiment envie d'avoir ce petit cadeau en fait constamment. Je comprends. Euh, j'ai cru voir passer sur les réseaux sociaux que tu avais un projet de livre en cours, ou pas? Ou j'ai mal lu? Alors, tu n'as pas mal lu. Euh, j'ai eu une période l'an dernier, à partir d'octobre. Alors, j'ai sorti un jeu sur les petits fantômes que j'ai adoré faire, qui est un complément d'un autre jeu aussi. Et après avoir créé et reçu ce jeu, j'ai eu une sorte de période à vide, tu vois, où je savais pas trop dans quel projet me lancer. Ça faisait 10 ans que ça m'était pas arrivé, puis j'ai toujours tout un tas d'idées, sauf là, j'ai vraiment bloqué. Je me suis retrouvée complètement à vide d'idées.
Mais je pense parce que aussi j'avais une mauvaise organisation à ce moment-là. Et j'avais plein de petites idées qui venaient, qui s'en allaient. Donc j'ai fait ce que je t'ai dit justement précédemment, où j'ai laissé venir les idées, j'attendais 15 jours, je voyais un petit peu ce que ça donnait, est-ce que ça me parlait ou pas. Je faisais une petite illustration et puis je me demandais est-ce que j'ai envie de faire 40 illustrations dans le même thème. Donc j'ai un peu pataugé, tu vois, dans ma créativité à ce moment-là. Et puis il y a cette idée de livre qui est vraiment ressortie de tout ça, de toute cette quête de créativité. Et je me suis lancée dans l'écriture de ce livre. Finalement, ça a coulé tout seul. Je l'ai écrit en à peu près un mois. Comme quoi il était présent, hein. Tu sais, il y a des choses, des fois, t'y réfléchis en amont depuis des mois et des mois, et le jour où tu te lances dedans, ça sort tout seul, tu vois, parce que justement, il y a eu tout ce travail de réflexion un peu en amont. Et une fois qu'il a été là, que je l'ai écrit, eh ben, ça m'a débloqué pour continuer à faire un nouveau jeu derrière. Et finalement, pour l'instant, tu vois, il est écrit, il est présent, mais j'ai pas encore l'envie de faire les illustrations dessus. Alors, si ça se trouve, il va rester en termes, voilà, ça va rester une ébauche. Peut-être qu'il va rester tel quel. Peut-être que j'avais besoin de l'écrire aussi rien que pour moi. Tu vois, de faire sortir quelque chose pour me permettre de passer à autre chose. Ça arrive aussi. Je pense que dans la créativité, je pense qu'il y a toujours un processus à accepter où tu es moins performant à certains moments. Ou alors, des fois, il y a quelque chose qui te trotte trop dans la tête et tu as besoin de le sortir pour passer à autre chose après. Tu vois, c'est pas quelque chose de linéaire. Enfin, personnellement, Mhm. j'ai remarqué que la créativité, c'était quelque chose qui était vraiment en dents de scie, hein. Des fois, tu sors des choses, puis des fois, tu as un moment de down, et puis tu vas rebondir après. Il faut juste accepter ce mouvement-là, et puis s'autoriser des fois à faire des recherches qui mènent à rien. Et peut-être que plus tard, tu reprends et ça remènera à quelque chose. Donc Ouais, pour l'instant, ce livre, carrément. il est, tu vois, en stand-by. Mais comme quoi, l'écriture, c'est quand même, ça te parle quand même. Ah oui, 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 oui. Non, mais j'ai écrit toujours beaucoup. J'ai juste besoin d'une bonne relectrice derrière. Ouais. Ouais, bah ça après, tout le monde, hein, je pense. Ok, on a parlé de pas mal de choses. Je suis en train de réfléchir. Je pense que j'ai posé toutes les questions que je voulais te poser. Euh, on va quand même rebondir sur le projet de livre. Tu as déjà écrit des livres, tu as déjà sorti des livres. Ouais. Et Et j'ai écrit aussi tous les petits livrets qui vont avec mes jeux. ouais. Et du coup, à chaque fois, tu passais par quelqu'un qui te relisait pour Oui, une correctrice une correctrice. d'orthographe, en fait, hein. Ouais, ouais. Ouais. Et quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut écrire un livre, qui ne saurait pas par où commencer, comment structurer ses idées, etc. Est-ce que tu as utilisé des outils, par exemple, pour arriver à canaliser tes idées? Parce que je trouve que c'est ça le plus compliqué, c'est t'as plein de trucs et après, il faut essayer de structurer. Alors moi, la première chose que je fais, c'est toujours un squelette. Je structure de base. Je suis quelqu'un de très terre à terre. J'ai vraiment besoin d'un socle sur lequel après je vais pouvoir partir et laisser aller justement plus le côté un peu plus poétique quand tu écris. Mais d'abord, il me faut toujours quelque chose de très concret, comme un squelette, tu vois, ou par exemple, prenons l'exemple d'un jeu où tu as tant de cartes. Il me faut, moi, mon nombre de cartes. Il me faut les titres et il me faut deux, trois mots-clés. Et une fois que j'ai ce squelette-là, je vais pouvoir partir après dessus, pouvoir vraiment m'amuser et puis laisser libre cours à mon écriture de façon beaucoup plus fluide. Mais parce que j'ai cette structure avant. Tu vois, c'est comme un peu écrire un roman où il faut avoir une trame déjà, te dire mon personnage, avoir les caractéristiques de tes personnages, connaître un petit peu la trame, qu'est-ce qui va se passer, à quel moment ils vont rencontrer des difficultés, où est-ce que tu veux mener ton personnage. Et une fois que tu as cette trame-là, tu vas pouvoir un petit peu plus te libérer, tu vois, de tout ça et vraiment exprimer ton, t'exprimer à travers ton texte. Mais du coup, ça c'est pour le chemin de fer et c'est hyper chouette effectivement d'avoir une base. Mais après, du coup, au niveau parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Euh,
Moi, là, je le vois, je suis en train de refaire ma formation, tu vois. Les gros projets comme ça, le plus dur, je trouve, c'est d'arriver à s'organiser dans la longueur. Parce que si enfin, je sais pas, si tu loupes la première deadline, bah, c'est pas grave, mais si tu loupes la deuxième, enfin, tu vois ce que je veux dire? Euh, que- J'imagine qu'il faut un peu s'autodiscipliner quand même quand on écrit un Oui, livre. ah oui, oui, oui. Oh. Non, mais concrètement, ouais, tu as besoin de t'autodiscipliner pour que ce soit dans la création d'une formation, puisque je fais des formations aussi, Hmm, que ce soit dans la c'est vrai. création de, de, de l'illustration d'un jeu. 78 cartes pour un tarot, faut le tenir, tu vois, 78 Ah ouais. cartes. Plus les textes après, donc 78 textes, plus l'introduction, etc. Donc en fait, moi je me structure là, tu vois, j'ai un projet de création de 2 jeux. L'un où je suis que l'illustratrice, c'est un tarot, donc 78 cartes. Et l'autre, celui que je suis en train de finaliser, où c'est un petit Lenormand, donc c'est 36 cartes. Après, la structure est déjà définie parce que un tarot, c'est toujours 78 cartes. Un Lenormand, c'est toujours 36 cartes. Après, libre à toi d'en rajouter une ou deux si le cœur t'en dit, hein, mais la structure de base, c'est ça. Et on va dire qu'un oracle, ça tourne à peu près autour des 40 cartes. Donc, tu vois, là, je me suis organisée pour ce double projet que j'ai. D'habitude, je prends un projet, je le termine et j'en prends un autre. Mais là, j'en ai un qui a avancé très, très vite, où je me suis dit, je fais tous les après-midi, puisque c'est mon moment créatif, je vais faire 2 cartes de ce projet-là. Et tous les lundis après-midi, je fais une carte de tarot. Comme ça me donne déjà une structure. Je sais que j'aurai terminé mon tarot dans 78 semaines. Tu Waouh. vois, grosso modo. Ah ouais, non, c'est vraiment sur le long cours, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. ouais. Ben, la création d'un jeu, ça prend vraiment un an. Ah ouais. Le temps de faire les illustrations, de faire le texte, de faire la mise en page, de dialoguer avec les imprimeurs, de recevoir, enfin de faire les maquettes, puis de recevoir tout ça. Tu vois, t'en as vraiment sur une année complète. Bon, là, le tarot, 78 semaines parce que j'en fais que une par semaine. Mais si j'avais que ce projet-là, j'en ferais 5 par semaine, Hmm. tu vois. Non, mais c'est vachement bien de rappeler que quand on a des projets qui sont ambitieux comme ça, bah, il faut s'autoriser le temps qui va avec, quoi. Surtout en Oui, fonction du temps qu'on a de disponible. tout à fait. Ouais, ouais. Euh, Tu fais ça en fonction de ton énergie toujours, et du temps que de, tu peux y passer. donc, faut être patient, quoi. Ça, c'est vrai que c'est un peu la clé, je pense, pour réaliser tous ces projets, c'est être patient et écouter, enfin, être à l'écoute de son énergie, comme tu dis. Mais du coup, on n'a pas parlé de la formation, donc je veux bien que tu nous parles de ta casquette de formatrice, que tu nous dises un petit peu en quoi consistent tes programmes. Alors, ma casquette de formatrice, elle a découlé justement de la création de mes premiers jeux, parce que justement, à l'époque, il y avait peu de ressources autour des tarots, des oracles et des Lenormand. C'est une autre structure, mais c'est pareil, c'est un jeu de cartes. Et donc, j'ai créé une formation autour des tarots pour apprendre à utiliser le tarot, pour comprendre la structure du tarot. Donc, on va vraiment avoir quelque chose, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de très complet autour du tarot. Et ce qui est super intéressant, c'est que, enfin, ce que moi j'aime dans le tarot, c'est qu'on peut l'utiliser aussi en développement personnel. Et j'ai créé pour chaque arcane majeur, qui sont 22, il y a 22 arcanes majeurs à l'intérieur même d'un jeu de tarot. Et j'ai proposé aussi dans cette formation des petits exercices d'art-thérapie en lien avec chaque arcane. Donc voilà, ça c'était ma petite casquette que je me suis rajoutée aussi d'art thérapeute. Après, j'ai fait une formation sur comment utiliser les jeux, donc comment tirer les cartes. J'ai fait une formation complète aussi autour du Petit Lenormand, ce jeu qui est un petit peu à part avec ses 36 cartes. Et pareil, donc je montre les cartes, comment on les utilise, comment faire des tirages avec. Et j'ai une formation aussi sur la créativité, justement, sur Wow. comment on peut arriver à débloquer sa créativité. Tellement de choses. Tellement de choses, trop de choses, tu vois, parce que moi j'ai beaucoup de mal en étant toute seule à partager autour de tout ça. Et c'est vrai que mes Mm. formations, c'est quelque chose, j'en parle très peu parce que j'arrive pas à trouver du temps dessus.
Bah oui, c'est sûr que c'est encore un autre axe et du coup, c'est sûr que Ouais. ouais, mais c'est hyper intéressant. Et en fait, en t'écoutant, je me dis, mais t'es une précurseuse sur plein de choses. T'étais sur YouTube depuis hyper longtemps, alors qu'aujourd'hui, c'est la plateforme qu'on conseille parce que voilà, t'as une newsletter depuis très longtemps, même, bon, même si elle n'est pas exploitée à 100%, mais quand même. Ouais. À l'époque, c'était pas du tout à la mode, genre les newsletters, enfin voilà. T'as créé des formations pareilles alors que maintenant ça explose. Enfin, tu vois, c'est quand on y réfléchit bien, c'était précurseuse sur pas mal de trucs et sur le thème des tarots et des oracles. Donc, c'est marrant. Je sais pas si Bah, t'avais pris conscience de ça, mais en tout cas, c'était en avance sur plein de choses, quoi. après, j'avais d'autres personnes aussi autour de moi. On était une petite communauté, donc je me sentais pas seule, tu vois, sur mon thème. Ouais, c'est vrai, mais moi, c'est tout un univers. Enfin, le thème des tarots et tout, c'est vraiment un truc que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, tu vois, avec Ouais. après le Covid, quoi. Mais c'est vrai que quand on est Oui, dans oui, ce ça c'est. truc-là, on a l'impression que bah quoi, c'est normal, mais en fait, ouais, Ah en oui, fait, oui, c'est un non, on le voit, microcosmos. ça s'est Ouais, beaucoup démocratisé ça a après. Ouais, ouais, tout explosé. à fait. Ouais. Mm. Ok, alors je crois qu'on a un peu fait le tour pour le coup, mais peut-être que j'ai encore oublié quelque chose. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose dont tu n'aurais pas parlé ou que tu souhaiterais aborder, un projet ou ce que tu veux? Bah écoute, je pense on a bien fait le tour. Bon, bah, c'est chouette. Je vois pas. Ok. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux auditeurs, aux auditrices qui souhaiteraient développer leur activité, percer dans ce milieu artistique? Alors moi, je conseille toujours c'est un peu bateau hein, ce que je vais dire, hein, mais de faire les choses avec l'élan du cœur, dans le sens où quand on a envie d'aller dans un domaine ou de créer quelque chose, on aura beaucoup plus de facilité pour le faire. Si ça vient vraiment titiller quelque chose à l'intérieur de nous, si on sent que on a profondément envie de partager ça, si on le fait avec cet élan-là, c'est toujours beaucoup plus facile. Et je pense que c'est très important, surtout dans nos domaines, hein, dans nos milieux où on a cette part de sensibilité et de créativité qui est très importante. C'est un très bon conseil. Euh, ok, alors j'ai une dernière question pour toi. Si je devais inviter quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aurais envie que j'invite comme artiste? Est-ce qu'il y aurait une personne en particulier à laquelle tu penses? Euh, Petit bonus, si ça ne te Petit vient pas tout de bonus, suite, écoute, tu pourras me le dire plus tard. alors je crois que c'est une amie commune, mais Caro from Woodland, je crois que tu l'as pas, from Woodland, que tu n'as C'est la première que j'ai pas. invitée. Ouais. C'est la première Ah, tu artiste l'as que j'ai déjà invitée? invitée. Oui, c'est dans l'épisode 38. Mais j'ai dû voir votre interview alors, hein, mais tu vois, Je sais plus si on l'avait fait en vidéo. On l'a peut-être fait qu'en podcast, alors, je me moi, je rappelle l'ai pas plus. écouté, je l'ai pas vu en vidéo, c'est sûr, parce que j'ai tendance à beaucoup plus retenir quand je vois une image, justement, d'où le principe de Ben oui. l'image aussi, d'être très en lien avec l'image. Mais non, mais du coup, je vais réfléchir à ta question. Je t'enverrai un petit Mais message. carrément, moi ça m'intéresse d'avoir les retours comme ça. Après, ça me donne des pistes de personnes à interviewer. Et pour ceux qui sont intéressés, l'épisode avec Caro, c'est le 38, donc c'est à retrouver sur elodie-illustration avec un s.net/38. Bah écoute, Célia, c'était hyper intéressant, hyper riche. On a parlé de plein de choses et ton parcours, encore une fois, un petit peu atypique, a permis de parler de plein de choses différentes. Donc c'était hyper intéressant. Je te remercie Mais pour avec ton grand plaisir. temps. Merci pour ton invitation, hein. Bah, merci à toi. C'était hyper intéressant. Et tous tes conseils aussi étaient très précieux, je pense, pour ceux qui vont nous écouter. Bah écoute, je te souhaite une très belle fin de journée. Je te souhaite plein de courage et une bonne continuation dans tous tes projets. Et de toute façon, on se retrouve sur les réseaux comme d'habitude. Merci beaucoup, Elodie.